à tous. Donc je vais, moi aussi, je vois dérape un peu aujourd'hui, on enchaîne. Je vais donc intervenir sur le thème de la maturité des intervenants dans une opération où on développe des maquettes numériques, on développe ce concept de BIM, et sur la question de ce retour sur investissement. Donc je pense que la transition est assez aisée pour moi, dans le cadre d'une opération BIM. Ce sujet, finalement, on s'y intéresse depuis longtemps, donc dans un centre de recherche comme le nôtre, puisqu'on est à l'interface entre le monde académique, universitaire, développement technologique, et le marché de la construction. Alors les entreprises de construction, mais aussi d'autres acteurs, comme les concepteurs, architectes et ingénieurs, mais aussi, bien sûr, ceux qui exploitent les bâtiments pendant des années, donc les exploitants, maîtres d'ouvrage ou gestionnaires. Et donc, de discussions liées à l'implémentation du BIM dans une entreprise, aux difficultés ou à l'intérêt de développer, d'utiliser des logiciels de réalisation 3D dans un bureau d'architecture, on se pose ces différentes questions de est-ce que c'est rentable, est-ce que ça modifie les pratiques, est-ce que ça change l'organisation à l'échelle d'une entreprise, d'un organisme, je dirais, mais également à l'échelle d'un projet ou d'une opération. Je reprends une terminologie française, je vais expliquer ça. Je vais expliquer pourquoi juste après. Alors juste en quelques mots, donc LIST, c'est un institut de recherche et technologie au Luxembourg. On travaille sur le thème de l'informatique pour la construction depuis de nombreuses années maintenant, et puis on appelle ça BIM depuis 3-4 ans, je ne sais pas. C'est à peu près une équipe de 15 personnes en recherche, en développement technologique, et puis également des chercheurs, donc des doctorants, on a fait des 4 doctorants qui ont soutenu entre 2013 et 2014, sur 2 thèmes qu'on met en avant, que je vais mettre en avant aujourd'hui. L'un qui est tout ce qui est, qu'on pourrait appeler VDC, Virtual Design and Construction, pour reprendre la terminologie de Stanford University d'ailleurs, qu'on raccroche au thème BIM aujourd'hui, et puis l'autre sur le Lean Management appliqué à la construction. Et donc dans ces équipes, on a des compétences, développé des compétences sur le terrain, donc en accompagnant des projets, sur le thème de la modélisation 4D en particulier depuis quelques années. Donc séquencer le processus de construction sur la base d'un modèle virtuel, également sur la manière de délivrer l'information pour le gestionnaire du patrimoine, BIM Capacity Management. Plus en amont dans le cycle de vie du projet, c'est comment les premières maquettes numériques peuvent aider à valider qu'on suit, qu'on respecte ou au contraire qu'on modifie certaines des exigences qui sont définies dans un programme architectural. Donc le lien entre BIM et programmation architecturale qui est aussi un sujet important. Et plus récemment, tout ce qui est études post-opérationnelles sur la base de modèles BIM. Et dans le cadre du Lean, on développe des méthodes inspirées de l'industrie, notamment l'S-Planner système sur les projets de construction, donc pour améliorer la planification des tâches et le maintien des délais, réaliste sur le maintien des délais. Aujourd'hui, dans ce domaine, on développe un certain nombre de thèmes. L'un qui est le premier, on va dire, qui est l'accès aux données du BIM, et puis la gestion documentaire liée à ces maquettes numériques. On participe à la commercialisation d'un produit concret, donc pour dire le lien entre recherche et marché, et application sur le marché. Et puis dans certains projets, à la mise en place des missions de BIM Management. On travaille également sur tout ce qui est numérisation du LAS-Planner, donc passer de méthodes de planification avec des post-it dans la cabane de chantier à des outils. Tout ce qu'on appelle Smart Decision Making, en particulier dans le domaine du BIM, c'est ce que je vais adresser aujourd'hui. Donc comment on prend des décisions pour implémenter le BIM sur une opération, en fonction de quels critères on va choisir tel ou tel processus, telle ou telle organisation dans un projet. Et plus récemment, on a démarré un projet sur les compétences BIM, il y avait une diapositive très intéressante. Beaucoup d'entreprises se posent la question aujourd'hui de la compétence de leurs employés, et en fonction de ces compétences, qu'est-ce qu'on veut déployer à l'échelle d'une opération. Sur la modélisation paramétrique, on a également des projets de recherche, et plus récemment, Intelligent Building, qui est aussi un sujet important. Alors, à partir de cette présentation un peu globale de notre centre, aujourd'hui, je vais vous présenter BIM Metric, qui est une méthode que nous avons développée pour l'évaluation de la maturité des intervenants et le retour sur investissement dans une opération. Alors, ça change un petit peu de graphisme, je vais vous expliquer pourquoi. BIM Metric, c'est une commande qu'on a reçue à la fin de l'année 2014 pour développer cette méthode d'expertise des opérations sur lesquelles on déploie des processus BIM. On a répondu à cet appel d'offres avec une équipe d'un laboratoire d'école d'architecture à Toulouse en France, à Paris, et puis une équipe donc au Luxembourg.
En quelques mots, je vais vous évoquer rapidement le contexte, c'est-à-dire pourquoi on développe aujourd'hui ce genre de méthode, en particulier celle-ci, dans ce contexte particulier. Et puis donc, vous présenter les deux aspects de la méthode BIM métrique, l'un portant sur la maturité des intervenants d'une opération, et la deuxième, c'est comment on évalue finalement ce qu'apporte le BIM. Hein, bien sûr, c'est déjà pas trivial, je pense, au sein d'une entreprise, hein, de mettre l'accent sur qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui n'est pas rentable mais qu'on va quand même faire parce que l'innovation est au bout, et qu'est-ce qui n'est pas rentable et qu'il ne faut pas faire parce que voilà, c'est pas urgent. Donc toutes ces décisions stratégiques à l'échelle d'une entreprise, c'est déjà quelque chose d'assez important et compliqué à mettre en place. À l'échelle d'un projet, donc un projet avec une hétérogénéité de participants, un maître d'ouvrage sensibilisé ou pas sensibilisé, bref, une temporalité, c'est également assez compliqué. Et c'est là qu'intervient finalement le domaine public, le secteur public. Donc en France, 2014 était marqué par la mise en place de différents plans pour le déploiement du BIM, de la maquette numérique. Il y a deux initiatives qu'on peut retenir. C'est le plan de transition numérique qui a été annoncé par les ministères, plan de transition numérique dans le bâtiment, avec une réalisation assez intéressante, mais un démarrage relativement long. Et puis, deuxièmement, un appel d'offres lancé par le plan urbanisme, construction et architecture. Donc, pour faire simple, les ministères qui veulent mettre en évidence pour les maîtres d'ouvrage qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui coûte, qu'est-ce qui ne coûte pas, quels sont les avantages, le ratio coût-bénéfice d'une démarche BIM quand on est maître d'ouvrage. Pourquoi on va l'encourager, pourquoi on va éventuellement la prescrire ou la mettre en œuvre. Le PUCA a des moyens assez intéressants pour non seulement analyser, mais aussi mettre en place les équipes et réellement conduire des expérimentations sur des vrais projets avec des maîtres d'ouvrage, des concepteurs, des entreprises. Les questions qui se posent dans l'appel d'offres qui a été lancé, c'est quel est le ratio coût-bénéfice? La question est très vague, on l'a interprété avec eux en différents aspects, mais ce ratio coût-bénéfice, d'abord, il est basé, on ne peut le qualifier qu'en connaissant ou en identifiant une certaine maturité. J'ai jamais fait un projet en BIM, j'ai jamais, en tant qu'architecte, ouvert un logiciel 3D. L'entreprise travaille sur des plans, elle les fait. Le maître d'ouvrage est intéressé par récupérer les plans, où il n'y a pas du tout pensé. Vous voyez, la notion de maturité a beaucoup, bien sûr, de facettes. Ensuite, c'est comment on met en place les processus BIM, d'un point de vue organisationnel, process, d'un point de vue technologique, outils, formats, etc. Et enfin, quel est le retour sur investissement au sens large, vous allez voir, de ces démarches. Donc on a développé la méthode, et puis autour de l'été, on a expertisé les dossiers qui étaient dans deux catégories, mais on va surtout retenir la première, donc des opérations en cours qui utilisent le BIM. Il fallait aussi définir, ça veut dire quoi utiliser le BIM. La méthode, elle est basée sur deux cadres conceptuels et à la fin deux outils, deux grilles, on appelle des grilles. Une grille pour l'évaluation de la maturité. Vous avez peut-être, si vous vous intéressez au sujet, croisé ça sur Internet, il y en a de nombreuses aujourd'hui. Et puis la deuxième grille qui est vraiment centrée sur le retour sur investissement. Alors, cette première grille, évaluer la maturité des intervenants. Finalement, quel est l'objectif? Évaluer, définir, identifier, parce que évaluer, parfois ça peut être mal interprété, identifier l'état de développement, d'intégration, voire d'optimisation des processus BIM, processus, organisation et technologie, je répète ensemble, au sein d'un organisme. Et ce, à un instant T, de façon peut-être à prescrire l'instant T plus 1 ou à voir l'évolution entre un instant T et un instant T plus 1. Mettre en perspective et à interpréter de cette manière-là les futurs calculs de retour sur investissement que je vais évoquer. Donc cette notion de maturité préalable, elle est importante puisqu'ici on est dans le contexte d'évaluer une opération terminée ou en cours. Donc on veut savoir, quand on a commencé à développer le processus BIM, quel était le niveau de maturité des différents intervenants. Alors on est dans l'après-midi recherche, on n'a pas inventé de zéro le contenu de ces grilles, d'autant que la littérature est assez abondante aujourd'hui sur des méthodes d'évaluation de maturité. Pour les qualifier, on a l'évaluation de maturité qui porte plutôt sur l'individu ou l'intervenant, souvent en auto-évaluation. Et il y a pour ça une grille mise au point par Vidal Succar. Et puis également, et c'est ce qu'on trouve le plus finalement, la maturité des intervenants, mais qu'on identifie ou qu'on va qualifier dans le cadre d'une opération.
donc dans des processus qui sont à développer en conception, en construction, voire en exploitation directement. Et là, il y a une certaine quantité de grilles qui existent. Alors, je ne vous ai pas mis tous les tas de l'art pour pas trop éterniser, mais une qui est assez connue, c'est la grille de Penn State. Donc, la grille de maturité d'une organisation de Penn State, elle est structurée, vous le verrez, la plupart sont ce type de format. Elle propose une évaluation relativement macro des équipes, donc ce n'est pas les individus. C'est vraiment présenté comme une aide à la décision pour la maîtrise d'ouvrage, peut-être assistée d'un consultant, qui va dire, voilà, dans cette équipe, l'architecte a jamais vu, ou l'architecte, il y a une personne, une ressource qui est capable de faire un modèle ou de suivre les exigences d'un protocole BIM, mais les autres ne le sont pas. Et donc, on a généralement 5 ou 6 niveaux de maturité qui vont permettre de qualifier toutes les organisations, puis d'en faire une moyenne, et finalement de fixer un objectif. Donc là, c'est vraiment la maturité pour prescrire, pour dire on va aller jusque-là, ou jusqu'à tel niveau dans l'utilisation des maquettes numériques. Ce qu'on a retenu de tous des différents éléments qu'on a pu détecter dans l'état de l'art, c'est de faire un outil relativement simple sous la forme d'un tableau. Je parle de l'outil avant de parler de la méthode, mais une méthode qui soit structurée en catégories, avec une échelle. Chaque échelle doit être bien interprétable. Quand je dis de 0 à 5 ou à 6, il faut qu'il y ait un texte concis et clair qui permette à chacun de se positionner, qui donne finalement un score. Et concrètement, on a réalisé 3 types de grilles, par type d'intervenant. Une grille pour la maîtrise d'ouvrage, une grille pour la maîtrise d'œuvre, et une grille pour les entreprises, puisque bien sûr, les préoccupations et même les processus parfois se recoupent, mais sont relativement différents dans la manière de les présenter. Et elle est structurée en 3 axes, les expériences, les compétences et la notion plus stratégique de développement du BIM au sein de l'entreprise. Pour être concret, on a donc ces expériences préalables. Est-ce qu'on a déjà réalisé des opérations, ici en France, puisque c'est pour la commande française ou à l'international? Est-ce qu'on est capable de collaborer autour des maquettes et des outils BIM en interne, en externe? Quel est le niveau d'instrumentation de la collaboration en interne, encore une fois, et en externe? Au niveau des compétences, c'est tout ce qui touche à la gestion de projet, puis aux principales phases d'un projet, ici avec le BIM, en conception, en construction, en exploitation. Quelle est l'expérience? Est-ce qu'on a déjà reproduite? Est-ce qu'on a déjà essayé d'optimiser la manière dont on va réaliser, par exemple, une maquette 4D pour l'exécution du chantier? Et enfin, en termes de stratégie, quelle est l'organisation interne par rapport au BIM? Déjà, est-ce qu'il y en a une qui a été mise en place ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce que les pratiques sont formalisées? Est-ce que chacun peut se remettre à un référentiel? Quelles sont les mesures d'accompagnement? Et dernier point, est-ce que l'entreprise a mis en place une stratégie pour contractualiser autour du BIM? Je vous avoue clairement que sur ce point-là, on a quelques difficultés encore dans les tests et évidemment, ce n'est pas un sujet ni transparent, ni transverse d'ailleurs dans le secteur de la construction. Et tout ça donc évalué sur une échelle de 5 niveaux en réalité de maturité en se basant sur les standards internationaux d'évaluation des processus. Alors la grille ressemble à ceci, je vous donnerai des liens pour aller consulter plus en détail, mais à chaque ligne, donc chaque catégorie, on va associer une définition par niveau de maturité et chacun peut finalement s'auto-évaluer avec un score qu'on voit tout à l'heure, un niveau qu'on va définir pour son entreprise, son organisation. Et donc ça, suivant 3 déclinaisons, c'est-à-dire qu'à chaque fois on a réécrit les définitions. L'intérêt donc de remplir cette grille, c'est d'abord de positionner peut-être son entreprise et de voir aussi sur quelle catégorie on peut faire évoluer la maturité de l'entreprise vis-à-vis du BIM et de sa réalisation de projet en BIM, mais également ici par type d'intervenant, donc les différents acteurs impliqués dans la maîtrise d'ouvrage. On a considéré qu'il pouvait y avoir un client, un gestionnaire, un assistant à maîtrise d'ouvrage, bref. Les comparer et leur donner une indication de leur niveau de maturité respectif. Et puis, bien sûr, on peut croiser les résultats pour tous les intervenants du projet. Donc ici, 2 finalités pour une grille de maturité de ce type, je le répète, soit prescrire la manière dont on veut développer, mettre en place un protocole et le processus BIM sur un projet. Ce n'était pas tout à fait notre orientation, puisque nous, on regarde plutôt le projet terminé, ou les phases de projet déjà terminées, même si le projet était encore en cours, pour voir pourquoi on a tel résultat, parce qu'au début, il y a 6 mois ou 1 an, on était à tel niveau de maturité. Voilà pour cette première partie. La deuxième partie concerne ce ratio coût-bénéfice qu'on a traduit en retour sur investissement. Alors, un peu dans la même approche, Ici, l'objectif, évaluer donc de manière homogène
l'intégration du BIM dans les différentes opérations qu'on a pu expertiser, je l'évoquerai juste après. Donc l'idée ici, c'est de comprendre quel est le retour sur investissement du BIM, en identifiant pour chaque acteur qui intervient dans le projet, mais aussi pour chaque pratique de travail. On l'a vu, il y avait une image très bien faite qui montrait les usages du BIM que vous avez chez B6. On ne développe pas un modèle BIM pour développer un modèle BIM, on le développe parce qu'à un moment, mettre cette information, ça répond à un besoin, à un usage. Et ce qui est peut-être le plus important, c'est de savoir si le fait de faire un modèle à ce moment-là, et de mettre de l'information dedans, a apporté une valeur pour le processus en question ou pour un autre processus qui en découle. Donc c'est ce que processus ou pratique de travail. Un peu plus loin, et la terminologie qu'on a choisie jusqu'à présent, c'est le cas d'usage BIM, un terme qui pourra peut-être encore évoluer. Via quelle modalité de collaboration et à l'aide de quelle technologie? Finalement, je n'en parlerai pas trop aujourd'hui, ce sont deux points importants qu'on caractérise, mais je vais me focaliser sur cette analyse de retour sur investissement. Alors, j'ai moi aussi mes petits schémas, peut-être pas des formules, mais en tout cas les petits schémas. Et d'abord, Autodesk qui est assez... produit des outils, mais aussi de la consultance et des méthodes autour de ces outils, a réalisé un document expliquant justement que quand on met en place un nouvel outil, comme leurs outils ou les autres, eh bien, on va provoquer un changement dans les méthodes de travail, changement dans les flux d'information, déjà au sein de l'organisation. Ici, au sein d'une organisation, quand on met en place un produit, Autodesk pour un autre, pour être vraiment très clair, c'est les équipes d'Autodesk qui ont produit ce rapport, on a généralement une perte de productivité pour X ou Y raison. D'abord parce qu'il faut l'acheter, il coûte peut-être plus cher. Ensuite parce qu'il faut former les gens. Pendant qu'on les forme, les dessinateurs et autres collaborateurs ne vont pas produire sur des projets. Et puis ensuite parce qu'avant de rendre l'utilisation de l'outil rentable, c'est-à-dire vraiment de commencer à gagner du temps par rapport à avant, il faut également une certaine période de temps. Donc ça c'est un des premiers points, une définition finalement assez classique de cette notion de retour sur investissement, quand on la regarde ainsi. Mais il y a quand même d'autres corps de métier que les architectes et aussi d'autres préoccupations. Et je vous ai dit, le PUCA, les ministères français, s'intéressait beaucoup à la cible des maîtres d'ouvrage au sens large d'ailleurs, allant des maîtres d'ouvrage publics, les régions qui construisent des lycées et des écoles en France, les bailleurs sociaux qui construisent des logements sociaux, ou encore les entreprises comme Bouygues ou Vinci qui ont une filiale immobilier qui s'intéresse aussi à ces sujets. Donc, le BIM pour les maîtres d'ouvrage, généralement ici, le RSI, on va plutôt évaluer le gain par rapport au coût pour des éléments initiaux, c'est-à-dire au moment où on met en place le BIM ou pendant les phases de conception et construction, mais ce qu'on va aussi gagner sur le long terme, les éléments permanents, donc dans les phases d'exploitation, de facility management des bâtiments. Et puis, bien sûr, il y a des rapports réguliers, je ne vais pas m'attarder sur les rapports de Smart Market, de marché qui vont donner un petit peu la tendance, qui sont beaucoup plus génériques. Alors ici, ce qu'on a pu voir, encore une fois, j'ai raccourci l'état de l'art, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait des approches quantitatives, rappelez-vous Autodesk. Ce qu'on voit dans leur rapport, d'ailleurs, c'est qu'ils vont vraiment chiffrer combien de jours on passe en plus, combien de jours on passe en moins, combien coûte un dessinateur, combien ça fait d'euros à la fin, économiser, gagner, à partir de quand on devient rentable. Approche quantitative. Mais il y a également des approches qualitatives, on l'a évoqué plusieurs fois aujourd'hui. Le BIM, on partage des idées, on visualise en 3D, donc le client comprend mieux. Il y a différents usages qui sont dont la valeur ajoutée est peut-être pas un euro ou un instant ou un temps, une unité de temps, mais qui est beaucoup plus qualitative. Alors, notre idée, c'est de répondre pour notre client PUCA ici à ces différentes questions, finalement qu'apporte le BIM. Et puis on avait rajouté celle-ci qui n'était pas vraiment prévue d'ailleurs initialement par le PUCA, c'est quels sont les cas d'usage, donc les pratiques, processus, cas d'usage BIM, rentables tout au long du cycle de vie d'une opération. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser de côté les autres, vous allez comprendre pourquoi, mais c'est vraiment d'identifier. Peut-être on perd du temps pour en gagner plus tard, typiquement parce qu'on va pouvoir réaliser une simulation beaucoup plus rapidement. Donc voilà un peu la carte à retenir, peut-être pour la méthode, je vais détailler un petit peu comment ça marche juste pour finir, mais la carte à retenir, c'est l'analyse qualitative et quantitative. Donc pour une opération donnée, pour une opération, un projet, une opération donnée, on veut essayer de faire ressortir le retour sur investissement qualitatif, quantitatif, par acteur et par cas d'usage. Peut-être l'architecte va passer plus de temps à un moment, mais il va en gagner un autre. Peut-être ça va être plus long de produire une maquette que de produire des plans, mais on va pouvoir faire beaucoup plus de simulations, ce sera plus pertinent et plus rapide. Qualitatif, je
si j'ai un projet BIM en tant qu'architecte aujourd'hui, ça me facilite peut-être l'accès à un nouveau marché. Partage d'idées, communication, améliorer le processus de décision, gérer l'information, qualité des résultats produits, bien évidemment, notamment qualité architecturale, on peut l'évoquer ici, si elle n'est pas facile à mesurer, mais on est bien dans le qualitatif. Et puis, image de marque, qui revient un petit peu au chômage. Et puis, d'un autre côté, il faut aussi être concret avec des chiffres, donc mesure des gains et des pertes. Productivité, demande d'information, demande de modification des différents éléments, est-ce qu'on en a plus, est-ce qu'on en a moins, économie de matériaux, dans ma présentation, c'est le deuxième point sur lequel on a encore du mal avec des unités, et surtout à les identifier clairement. Et puis peut-être la date de livraison, donc tout ce qui touche au planning. Alors avant d'analyser ces aspects-là, je l'ai dit, par acteur, par cas d'usage. Les acteurs d'une opération, d'un projet, généralement on les connaît, il y a 3 grands types dans ce qu'on a identifié, en tout cas, qui ont vraiment une relation aux maquettes numériques qui sont produites. Par cas d'usage, c'est important d'avoir une définition, une liste, une classification commune des cas d'usage. Là encore, la littérature américaine, et notamment l'Université de Pennsylvanie encore, fournit des listes de cas d'usage. La plupart des guidelines fournissent des listes de cas d'usage, BIM uses, un petit peu standardisées, mais qui sont de toute façon adaptées. La particularité, c'est qu'en parallèle du projet BIM métrique en France, il y avait un groupe de travail, désolé pour la qualité des images, il y avait un groupe de travail au sein de Mediaconstruct, donc le chapitre francophone de Building Smart en France, qui travaillait sur l'adaptation des BIM uses, des cas d'usage américains de Pennsylvanie, aux projets français, aux opérations françaises. Donc le groupe de travail avec des entreprises, des maîtres d'ouvrage, des architectes. D'ailleurs, pas assez de maîtres d'ouvrage, j'en reviens peut-être dessus. Donc, notre retour sur investissement va se structurer par cas d'usage. Et ici, vous voyez un modèle de document qui permet pour chaque opération de définir si le cas d'usage revue de projet avec des maquettes BIM a été mis en place ou pas, éventuellement de le caractériser ou de l'adapter. En passant, je vous ai aussi mis le résultat d'un petit sondage qu'on a réalisé en septembre l'année dernière et qui montre que finalement, quels sont les cas d'usage les plus pratiqués. C'est d'abord de produire ces maquettes numériques, c'est de produire des livrables, donc des plans, des façades et d'autres images photoréalistes à partir des maquettes numériques, de communiquer le projet, c'est un cas d'usage important qui a été rajouté d'ailleurs par les maîtres d'ouvrage en cours de route, d'extraire des quantitatifs, de modéliser éventuellement l'existant, et puis on arrive à prévention de conflits, revue de projet sur les cas d'usage les plus pratiqués, donc tout ce qui concerne la coordination multimodèle, la coordination des modèles multiples. Alors je reviens maintenant, donc là vous avez la structuration de notre grille d'analyse du retour sur investissement jusqu'ici, et je vais vous montrer maintenant le résultat, comme ça, avant de passer par les différentes étapes, vous verrez vers quoi on va. Donc je vais simuler ici un cas réel que je simule avec cette méthode, qui est une expérimentation qui est en cours à Luxembourg depuis l'année dernière. C'est un projet pilote, donc, un petit biais, mais c'est un projet pilote. Finalement, on remodélise de zéro tout un projet, mais avec 6 mois de décalage par rapport à la vraie temporalité du projet, pour différentes raisons, mais voilà, c'est un projet pilote qui est lancé. Il y a une vraie équipe, par contre, et c'est la vraie équipe qui travaille sur le projet, maîtrise d'œuvre privée, donc maîtrise d'ouvrage privé, pardon, qui n'a pas été impliquée d'ailleurs. Et un processus BIM conduit en parallèle. Les principales caractéristiques dans ce projet, pour comprendre un peu l'idée du RSI, c'est une forte hétérogénéité de maturité des intervenants. L'architecte est déjà un peu avancé, bon, il a déjà un projet d'avance, on va dire, en maquette numérique sur son logiciel, mais interne. Le BE structure est complètement débutant. Le BE technique spéciale était également débutant, ils n'avaient même pas choisi leur logiciel à ce moment-là. Architecture un petit peu plus avancée. Le BIM manager est déjà en fait un project manager, mais il n'a pas d'expérience sur la revue des modèles BIM. On est en phase APS. On a mis en place une programmation liée au BIM. Bon, c'est un peu anecdotique ici. Et donc on ne peut pas évidemment voir la valeur ajoutée sur le chantier, par exemple. Mais à quoi cela sert-il? Donc, vue acteur. Je reprends un petit peu le schéma ici. Les acteurs du maquette numérique, voilà le genre d'informations dont on a pu tirer parti. Donc c'est un BIM manager qui est déjà un peu expérimenté. Pourquoi? Parce qu'il faisait déjà du modèle management sur des installations industrielles, donc ils ne sont pas complètement nouveaux dans le domaine des maquettes numériques. Ils doivent adapter un petit peu la façon de gérer les conflits entre les modèles, mais ce n'est pas complètement inconnu pour eux. Et puis 2 bureaux d'études qui sont quand même
on va dire, avec un RSI très négatif, retour sur investissement très négatif, donc ça leur coûte aujourd'hui, sur ce projet, beaucoup de temps. L'architecte un peu moins, parce qu'on l'a vu, il est déjà un petit peu familiarisé avec son logiciel, avec la méthode. Si on regarde maintenant le retour sur investissement qualitatif, donc avant je présentais le retour sur investissement quantitatif, en euros, hein, on pourrait mettre des euros derrière ici, retour sur investissement qualitatif, mais on voit, je ne vais pas tout décrire, hein, mais l'architecte par exemple considère qu'il y a une qualité de résultat produite qui est moins intéressante d'après lui que pour le BIM manager. Partage d'idées, par exemple le partage d'idées pour l'architecte ou encore pour le bureau d'études thermiques, c'est vraiment intéressant de coordonner ces maquettes ensemble. Donc voilà plutôt pour le volet qualitatif, et je vais expliquer comment on arrive à ces résultats juste après. Au niveau des cas d'usage maintenant, on a identifié à ce stade, hein, on est en phase APS, qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui ne l'est pas, simplement en identifiant sur quoi on gagne ou on perd de la productivité par exemple. Donc on perd de la productivité, on le voit tout de suite, hein, avant-dernière ligne, sur la production des maquettes. Dans l'équipe, quasiment personne n'a d'expérience sur les logiciels utilisés. Donc forcément, ça leur prend plus de temps que de dessiner sur AutoCAD. Par contre, une fois qu'on a ces modèles et qu'on a perdu du temps, on gagne. On gagne sur quoi? Sur la consolidation des maquettes, donc le fait d'avoir des modèles qui soient cohérents et des plans à la fin qui soient cohérents. Sur la production des livrables, bon là c'est le point sur lequel tout le monde est d'accord pour dire que si la maquette est bien faite, on génère des plans de manière très efficace, mais également sur la revue de projet. Donc il y a des liens qu'on peut faire aussi bien sûr entre quantitatif et qualitatif. D'un point de vue qualitatif maintenant, on peut avoir la même vue par cas d'usage. Alors qu'est-ce qui par exemple influe le plus sur le processus de décision dans un projet? C'est les usages BIM liés à la prévention des conflits et à la revue des projets. Donc on va prendre de meilleures décisions en situation de conception parce qu'on a détecté des conflits entre maquettes ou parce qu'on a une visualisation des risques potentiels entre les maquettes. Et finalement, on ramène ça à l'échelle du projet. Voilà, c'est un peu anecdotique ici. Mais en même temps, ça interpelle beaucoup. C'est notre premier exemple. Sur ce cas-là, on a globalement perdu beaucoup de temps. Mais toute une équipe, finalement, on peut très bien le justifier en disant que cette équipe le savait, qu'elle perdrait du temps, elle a investi son temps pour gagner de l'expérience et espérer décrocher d'ailleurs de nouveaux marchés par la suite avec cette expérience qu'ils vont afficher. Je pense que j'ai déjà un petit peu dépassé, je ne vais pas rentrer dans les détails peut-être d'explication, mais le principe c'est quand même bien qu'on va identifier le RSI comme étant les gains nets du BIM sur les coûts du BIM. Donc après il faut définir comment on définit les gains et comment on ventile les coûts. Évidemment ce n'est pas la licence à X milliers d'euros qu'on va imputer à un projet, donc il y a tout un mécanisme pour essayer au mieux, bien sûr c'est à définir aussi en amont du projet, de répartir et d'identifier ces coûts, également de manière homogène entre les acteurs. Et puis après on a des fiches, alors ici c'est la fiche peut-être la plus laborieuse qui va identifier pour chaque cas d'usage et chaque acteur impliqué les gains et pertes de temps estimés par cas d'usage, pareil sur une fourchette de temps, donc à un instant donné. On en sort ensuite, ah oui ici, toujours dans le quantitatif, c'est les coûts, hein, c'est chaque acteur qui va essayer de répartir ses coûts par poste de coûts, formation, consultance, matériel, licence, etc. pour voir aussi quels sont les postes qui influent le plus sur le retour sur investissement. Du BIM par acteur. Après, bon, on a du reporting, mais c'est déjà ce que vous avez vu dans les premières images sur le cas d'étude. Okay, donc ça, on l'a déjà vu. Deuxième point, l'analyse qualitative. Le qualitatif, c'est donc les éléments intangibles, je les ai déjà évoqués tout à l'heure, avec une méthode de mesure ici qu'on a définie de manière assez classique, une échelle de Likert donc de 1 à 5. Chacun est complètement en désaccord, donc complètement en accord avec un aspect, on va dire, qualitatif du BIM. Donc, en phase de programmation, le BIM, maîtriser le BIM, utiliser le BIM permet un meilleur accès au marché. Je ne suis pas trop d'accord. Par contre, en phase de revue de projet, le BIM permet vraiment le partage d'idées entre les différents intervenants. Donc voici ici le type de tableau qu'on produit pour finalement identifier la synthèse que je vous ai aussi montré tout à l'heure. Donc voilà un peu cette méthode, de manière détaillée, hein, avec ses différents aspects, les différentes grilles qui ont été développées. Alors, il y a aussi une première phase de validation qui a été passée, donc c'était en été 2015, où on a expertisé les dossiers qui ont été soumis par des maîtres d'ouvrage ou des équipes, de manière générale, au PUCA. Donc il y avait 16 opérations en cours de réalisation et 12 dossiers qu'ils appellent
processus, concept, idée, service. Donc en gros des équipes de maîtrise d'œuvre, ou des entreprises, ou des équipes mixtes, entreprises maîtrise d'œuvre, qui proposent un service en quelque sorte à des maîtres d'ouvrage. L'idée c'était d'évaluer aussi le service qui se proposait avec la méthode. C'est un petit peu moins pertinent bien sûr, parce qu'on a vraiment une méthode ici d'évaluation d'une opération. On peut conclure que la méthode elle est relativement structurante, donc on avait des dossiers très hétérogènes qu'on a pu rendre, et on a pu rendre des synthèses relativement homogènes de ces dossiers. La structuration par cas d'usage est vraiment, de mon point de vue, de notre point de vue, équipe, très pertinente, bien qu'elle va donner un certain niveau de complexité à la compréhension. On voit, depuis qu'on présente maintenant la méthode, que souvent, les entreprises qui ne sont pas encore expertes ou peu expérimentées, pour elles, le BIM, c'est faire un modèle. Faire un modèle dans un processus, c'est aussi quelque chose qui est partager l'information avec les partenaires, c'est aussi quelque chose qui est bien ancré. Aller voir ensuite exactement pour quel usage on va utiliser ces maquettes, c'est encore un pas qui est peut-être à la limite entre la recherche, on va dire, et le terrain. Donc c'est pour ça que je mets souvent trop détaillé. La grille 1 elle est relativement facile à appréhender, je pense que vous l'avez vu, on lit, on coche, on donne sa valeur. La grille numéro 2 est beaucoup plus complète, il faut un accompagnement et puis une certaine cooptation au début du projet en amont. Les quelques enseignements qu'on a tirés voilà, de nos opérations évaluées, c'est d'abord du point de vue de maîtrise d'ouvrage, puisque c'était vraiment le point de vue retenu pour les évaluations. On reconnaît que la maquette numérique, c'est un outil de synthèse, et sur la plupart des opérations, ça a été reconnu, mis en avant par les maîtres d'ouvrage. Et aussi, ce qui est plus ressorti encore, un outil de communication avec les usagers, que ce soit des entreprises qui font de la promotion, ou encore même des maîtres d'ouvrage, voire des exploitants d'hôpitaux, qui peuvent discuter avec les futurs usagers. Il y avait un point particulier, un focus d'intérêt sur le BIM, en phase Facility Management. C'est une vraie préoccupation pour la maîtrise d'ouvrage, bien sûr. Et la question qui est soulevée ici, à mon sens, qu'on a beaucoup retrouvé, c'est finalement les données de la maquette numérique, une fois le projet terminé, comment elles évoluent, qui les fait évoluer. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des solutions, il y a des sociétés qui proposent des services, et il y a des outils qui apparaissent. Mais le marché est encore relativement jeune, je pense, sur ce sujet-là. Est-ce que c'est la maquette BIM dans son environnement natif qui évolue? Certainement, il le faut. Mais en même temps, il y a des données qui évoluent à part dans le système de Facility Management. Et puis, il y a tout, on parle d'Intelligent Building, tous les systèmes donc de gestion technique du bâtiment, pour fonctionner, les systèmes de domotique, de chauffage, etc. ensemble. Donc, où sont les données et où elles vont évoluer dans le temps d'exploitation et des réhabilitations? Au niveau du marché des logiciels, il y a encore une vraie question, une vraie incertitude. Les derniers points, et ça n'a toujours pas été solutionné pour, bien sûr, il n'y a pas une solution miracle, mais tous ces maîtres d'ouvrage derrière le PUCA et les ministères français qui veulent aujourd'hui prescrire, mettre en place le BIM sur leur projet, ils ont un problème, c'est que leurs processus de gestion ne sont pas formalisés. Ils gèrent des feuilles Excel, mais est-ce qu'il y a un endroit, les données qui sont vraiment gérées dans ces feuilles Excel, personne ne les connaît. Donc, formaliser les processus de gestion de patrimoine pour pouvoir exiger des données BIM dès les phases amont et prendre des décisions dès les phases amont. En conclusion, donc, cette méthode, elle va évoluer encore, mais elle est déjà intégrée au protocole d'expérimentation que le PUCA est en train de signer depuis le 1er janvier cette année. Les grilles, et c'est une volonté forte aussi du gouvernement français, de rendre le plus accessible possible les grilles, donc il y a un site internet et on peut télécharger une version de ces grilles. Et puis, là c'est plus un discours de pivot Luxembourg entre la France, la Belgique, également la Suisse par exemple, qui est intéressé, c'est d'essayer de trouver des entreprises maintenant et des projets, des maîtres d'ouvrage pour faire évoluer la méthode, mais déjà dans le monde francophone, puisque Média Construct c'est le chapitre francophone, avec d'autres horizons et d'autres marchés, on va dire, que le marché français. Voilà.